Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de la biographie de Flaubert et je vais commencer à vous présenter le roman Madame Bovary. On en était à petit 3 de la biographie de Flaubert, Flaubert et le réalisme. Oui. Et donc, petit, euh, petit b, la méthode scientifique. Le réalisme. Flaubert a passé sa jeunesse dans un milieu médical où l'observation rigoureuse des phénomènes était de règle et où s'affirmait déjà la croyance au déterminisme physiologique. De là, l'idée d'étendre à la psychologie la méthode des sciences biologiques, c'est-à-dire de multiplier les observations objectives afin de peindre les choses dans leur réalité et peut-être de s'élever jusqu'aux lois des phénomènes psychologiques. La documentation est donc devenue la condition, parfois écrasante, de son labeur d'écrivain. Puisque ses romans s'inspirent, pour la plupart, d'événements réels, contemporains ou historiques, il se livre à de vastes enquêtes. Il recherche ce qu'étaient ces personnages, leur hérédité, leur conduite, les lieux où ils ont vécu, et il reste généralement aussi près de la réalité que son art de romancier le lui permet. Confère, pages 458 et 469. Donc, ce que je vous dit tout à l'heure, et la prochaine vidéo de cette séquence, le premier extrait de Madame Bovary, une jeune fille romanesque, que je vous lirai la prochaine fois. Ce souci de l'exactitude documentaire était devenu pour Flaubert une hantise. Avant de décrire l'empoisonnement Madame Bovary, confère page 467, donc ça sera une vidéo que je vais faire, première partie et deuxième partie. Et ce sera aussi une vidéo spéciale, à mon avis, je ferai quelque chose en plus avec. Et un avis sûrement. Euh, ou les effets de la faim sur les mercenaires, page 476. C'est euh, un extrait des éléphants à la bataille de Makar de Salammbô, la deuxième partie, et aussi la première partie de la biographie des Goncourt. Il consulte plusieurs traités médicaux. Dont l'éducation sentimentale, auprès de recherches écrasantes, reconstitue l'atmosphère parisienne entre 1840 et 1851, et en particulier les journées révolutionnaires, avec une précision qui a provoqué l'admiration de l'historien Georges Sorel. Le cas extrême est représenté par Bouvard et Pécuchet, roman inachevé, pour lequel Flaubert a dépouillé plus de 1500 volumes. À la documentation, il se proposait d'acquérir ce coup d'œil médical de la vie, cette vue du vrai, qui est le seul moyen d'arriver à de grands effets d'émotion. Enfin, le romancier doit-il opérer un choix dans ses documents, pour rester dans les généralités probables, c'est-à-dire dépouiller les faits de leur caractère accidentel et leur donner une valeur de vérité universelle. Confère, confère Madame Bovary, page 459 donc, tout ce que je vous dirai tout à l'heure. Petit c, l'art objectif. Le romancier ne peut être vrai que s'il observe l'âme humaine avec l'impartialité qu'on met dans les sciences physiques, c'est-à-dire sans faire intervenir ses sentiments personnels. Citation. L'artiste, dit Flaubert, doit s'arranger de façon à faire croire à la postérité de qu'il n'a pas vécu. Aussi s'efforce-t-il de paraître absent de son œuvre. Il souligne ce qui, dans l'hérédité, le milieu, les circonstances, conditionne et explique les actes de ses personnages. Confère, page 459, que je vais vous dire tout à l'heure. Et s'il peint la vie psychologique, il retient surtout ce qu'elle a de concret, d'objectivement perceptible dans ses manifestations. Sans doute, l'impersonnalité absolue est impraticable, mais il faut, par un effort de l'esprit, se transporter dans les personnages et non pas les attirer à soi. Flaubert y écrivant y parvenait, au point de passer des journées entières dans l'illusion. Aujourd'hui, dit-il en écrivant Madame Bovary, hommes et femmes tout ensemble, amants et maîtresses à la fois, je me suis promené à cheval dans une forêt, par une après-midi d'automne, sous des feuilles jaunes, et j'étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu'on se disait. Puissance de l'autosuggestion. Il avait à la bouche le goût de l'arsenic, en écrivant l'empoisonnement de Madame Bovary. Page 467, vidéo que j'ai déjà dit, et que je ferai la prochaine fois, il y aura sûrement une vidéo spéciale.
avec. Il s'observait lui-même avec tant de maîtrise que, sans verser pour autant dans le lyrisme, il a pu tirer de ses propres émotions les éléments romantiques de Madame Bovary ou de Salammbô. Dans une œuvre autobiographique comme L'éducation sentimentale, il regarde vivre de l'extérieur le personnage de Frédéric Moreau, qu'il a pourtant créé en grande partie à son image. Traité dans son esprit objectif, le roman ne saurait obéir à une thèse moralisatrice. Néanmoins, toute œuvre vraie porte en elle-même son enseignement, et si le lecteur ne tire pas moins toute œuvre une vraie, pardon, et si le lecteur ne tire pas d'un livre la morale qu'il doit y trouver, c'est que le lecteur est un imbécile ou que le livre est fou. À vrai dire, en dépit de tous ses efforts, Flaubert n'est pas parvenu à réaliser une œuvre parfaitement personnelle. Il laisse parfois deviner son humeur, surtout quand il raille la sottise bourgeoise. Plutôt qu'une vision impartiale du monde, ses romans reflètent le pessimisme fondamental de l'ermite de Croisset. Petit D, le culte de la forme. Le but de l'art, c'est le beau avant tout. Créer de la beauté, tel est le bien pour Flaubert. L'unique mission de l'artiste. Pardon, telle est bien pour Flaubert l'unique mission de l'artiste, en dehors de toute considération morale ou sociale. Il ne suffit pas de faire vrai, il faut partir du réalisme pour aller jusqu'à la beauté. Seul donne à l'œuvre une valeur éternelle. Cette beauté résulte d'un accord total entre la forme et la pensée. Plus l'expression se rapproche de la pensée, plus le mot colle dessus, et plus c'est beau. Flaubert a même poussé l'idolâtrie de la forme jusqu'à ajouter c'est pour cela qu'il n'y a ni beau ni vilain sujet et qu'on pourrait presque établir comme axiome, en se plaçant au point de vue de l'art pur, qu'il n'y en a aucun, le style étant à lui seul une manière absolue de voir les choses. Plus qu'aucun autre, il a connu les affres du style. Inlassablement, il reprenait son paragraphe, en le retouchant sans cesse. On compte jusqu'à 14 rédactions de certains épisodes de la bataille du Macquart. Confère page 475. Silence à l'embouffe. Extrait Les éléphants à la bataille de Macquart. Première et deuxième partie. Première partie, pardon. Puis, déclamant sa phrase à pleine voix, il la soumettait à ce qu'il appelait l'épreuve du gueuloir. Il écoutait le rythme de sa prose, s'arrêtait pour saisir une sonorité fuyante, combinait les tons, éloignait les assonances, disposait les virgules avec conscience, comme les haltes d'un long chemin. Maupassant. Au prix de ce labeur, Flaubert est devenu un de nos grands prosateurs par la propriété des termes, par l'harmonie qui fait de certaines pages de véritables poèmes, et peut-être plus encore par la valeur évocatrice des rythmes et des sons. Citation. Peu d'hommes auront autant souffert que moi pour la littérature, écrivait-il à propos de Salammbô. S'il s'est imposé jusqu'à la torture à la recherche des documents et à la quête inlassable du style, c'est que sceptique sur toutes les choses humaines et peut-être divines, il vouait à son art la foi qui soutient les martyrs, et seule la littérature redonnait un sens à son existence. Euh, Grand B, Madame Bovary. Consulté en 1800, pardon, petit 1, présentation. Consulté en 1849 sur la première version de la Tentation de Saint-Antoine, Bouillet et Maxime Ducamp auraient exprimé leur déception devant cette œuvre trop lyrique et conseillé à Flaubert un sujet plus terre à terre. Le choix de l'écrivain se fixa sur un fait divers récent, l'histoire d'un ancien élève de son père, Eugène de Lamarre, médecin à Ry, dont la femme infidèle avait fini par s'empoisonner et qui lui-même était mort de chagrin. Dès son retour d'Égypte, 1851, Flaubert se mit à ce terrible pinsomme, et après plus de 4 ans d'un labeur acharné, Madame Bovary parut dans la Revue de Paris, 1856, puis en librairie, 1857. Petit A, le roman réaliste. L'écrivain s'était inspiré de l'aventure réelle avec une exactitude presque scientifique. Sous le nom de Yonville, c'est la bourgade de Ry qui nous est minutieusement décrite. Dans sa platitude banale, la pharmacie, l'auberge du Lion d'Or, la diligence Hirondelle ont réellement existé. Confère, page 463. C'est l'extrait L'arrivée à Yonville, première partie.
Même vérité dans les personnages. Bovary est le portrait à peu près exact de Delamarre. Madame Bovary ressemble par bien des traits à Madame de Delamarre. D'autres sont plus composites, mais également tirées du réel. Il a fallu emprunter à plusieurs pharmaciens pour composer un homais. Ce qu'on fait, page 463, même extrait, première partie, La Réveillonville. Enfin, quand il n'est plus soutenu par le fait divers, le romancier crée l'impression de réalité par les détails qu'il a observés lui-même. Il a assisté à des scènes semblables à la noce paysanne qu'il nous décrit, ou à l'inauguration du comice agricole. Ainsi, le réalisme de Flaubert apparaît aussi bien dans le tableau d'une luxueuse soirée, confère page 461, première partie de l'extrait numéro 2, Le mirage du grand monde, que dans la description d'un intérieur sordide, confère page 465, première partie de l'extrait numéro 4, Naissance d'une île, ou dans l'évocation des derniers moments d'Emma Bovary, torturée par le poison, page 467, vidéo L'empoisonnement de Madame Bovary, première partie. Toutes ces vidéos, je ne les ai pas encore publiées, et cette vidéo d'empoisonnement comprendra une partie, une vidéo spéciale sûrement. Et, euh, et donc, vous pourrez les voir quand elles seront publiées dans quelques jours. Euh, Petit b, les caractères, le bovarisme. Sur le plan psychologique, le réalisme consistera à observer les hommes selon une parfaite objectivité, afin d'imaginer avec le maximum de vraisemblance les idées, les sentiments, le langage même des personnages. La médiocrité de Bovary, confère page 461, première partie, de l'extrait numéro 2, Le mirage du grand monde. La bêtise solennelle de Homais, confère page 463, première partie de l'extrait à l'arrivée à Yonville. La timidité de Léon, confère page 466. Deuxième partie de l'extrait numéro 4, Naissance d'une île. Les récriminations de la nourrice, confère page 465. Première partie de l'extrait numéro 4, Naissance d'une idylle, offre cette vérité à nous en faire crier, que recherchait l'auteur, et qui est sans doute éternelle. Dans le cas d'Emma Bovary, Flaubert s'est attaché à marquer l'influence des impressions d'enfance et de jeunesse. Confère, page 459, première partie de l'extrait, une jeune fille, l'extrait numéro 1, première partie, une jeune fille romanesque. Puis les événements extérieurs, confère, par 461, première partie de l'extrait numéro 2, Le mirage du grand monde, sur l'évolution des sentiments de son héroïne, et tout au long du roman, en vertu d'une sorte de déterminisme, c'est par l'interaction des circonstances et des travers de son caractère qu'elle glisse comme sur une pente vers l'ennui, le mensonge, l'infidélité et enfin le suicide. Emma Bovary est surtout victime des illusions qu'elle nourrit sur elle-même et d'aspirations qui ne s'accordent nullement avec sa situation de petite bourgeoise sentimentale. Satire du romantisme féminin, sans doute lié à l'époque où se situe le roman, mais plus généralement, il s'agit d'un travers profondément humain que Flaubert avait étudié sur lui-même. Confère, Madame Bovary, c'est moi. Quand il écrivait Ma pauvre Bovary souffre et pleure dans 20 villages de France, il sentait qu'en observant un cas individuel, il avait fait de son héroïne un type universel. Cette tendance des hommes à se croire tels qu'ils voudraient être et à rêver de bonheurs illusoires qui leur sont inaccessibles, Flaubert la dénoncera dans la plupart de ses romans comme la source principale de leurs maux. Cette redoutable faculté d'illusion a reçu le nom, désormais traditionnel, de bovarisme. Et donc, c'est ce dont je vais parler dans ma vidéo sur la mélancolie, qui sera sûrement publiée dans quelques jours. Le fait de s'imaginer des beaux scénarios, mais qui ne se réalisent jamais, ce qui augmente la langueur et la tristesse. Petit c, Madame Bovary et la morale. Même si la peinture était vraie, n'était-il pas dangereux de présenter comme naturel l'enchaînement, en quelque sorte fatal, qui faisait de Madame Bovary une mauvaise épouse, une mauvaise mère, et la précipitait dans les fautes que l'auteur ne craignait pas d'évoquer? C'est tout le problème de la vérité et de la moralité dans l'œuvre littéraire. Néanmoins, l'avocat de Flaubert obtint son acquittement en faisant valoir qu'une telle lecture inspire l'horreur de vice et que l'expiation terrible de la faute doit inciter normalement à la vertu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous lirai dans plusieurs jours le premier extrait. Au revoir.